Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà la ville de Lyon, pour sa gastronomie bien sûr, parce qu'à Lyon, manger n'est pas qu'une activité, c'est une tradition officielle. Vous connaissez peut-être aussi le Festival des Lumières, le Festival international du cinéma, ou même la basilique qui surplombe la ville. Mais aujourd'hui, je vous propose de découvrir Lyon autrement. Nous allons voyager dans le temps, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, pour découvrir les lieux emblématiques de Lyon. Alors, préparez vos chaussures les plus confortables, ouvrez grand les yeux et bienvenue à Lyon. Pour commencer notre voyage, petit retour de 2000 ans dans le passé, rien que ça. Et direction la colline de Fourvière et son théâtre antique. Lyon est fondée par les Romains en 43 avant Jésus-Christ. À l'époque, la ville ne s'appelle pas encore Lyon, mais Lugdunum. Elle devient rapidement la capitale de la Gaule romaine. Et ce choix n'est pas dû au hasard. La ville occupe une position stratégique. Elle est située au centre de la Gaule, à la jonction de deux cours d'eau, la Saône et le Rhône. Lyon est également construite autour de plusieurs collines, notamment Fourvière, la Croix-Rousse et la Duchère. Autrement dit, les Romains avaient déjà compris que l'immobilier lyonnais avait du potentiel. On trouve encore aujourd'hui de nombreux vestiges de cette époque, dont ce théâtre antique particulièrement bien conservé. À son apogée, il pouvait accueillir jusqu'à 10 000 spectateurs. Des spectacles, de la musique, probablement beaucoup de discussions dans le public. Finalement, pas si différent d'un concert aujourd'hui. Le site est désormais accessible gratuitement et offre surtout une vue magnifique sur la ville. Si vous aimez l'histoire, les belles vues, les lieux gratuits, c'est clairement une visite à ne pas manquer. Nous descendons maintenant vers le Vieux-Lyon, l'un des quartiers les plus célèbres et les plus visités de la ville. Son histoire commence au Moyen-Âge quand il devient un centre religieux majeur. On peut toujours y admirer la majestueuse cathédrale Saint-Jean et si vous levez les yeux vers la colline, vous pourrez apercevoir la basilique de Fourvière qui surveille tranquillement toute la ville. Et c'est surtout pendant la Renaissance que le quartier se transforme. Grâce au commerce, notamment celui de la soie, Lyon devient un centre économique majeur dans toute l'Europe. Cette richesse se voit encore dans l'architecture du quartier, avec ses rues étroites et ses maisons très hautes pour l'époque. Mais la véritable particularité du Vieux-Lyon, ce sont les traboules. Les traboules, ce sont des passages qui traversent les immeubles pour relier deux rues. Elles passent souvent par une cour intérieure cachée au centre du bâtiment. À l'époque, elles permettaient notamment aux marchands et aux ouvriers de transporter les étoffes de soie à l'abri de la pluie. C'était donc un mélange entre un raccourci, un passage secret et un parapluie géant. Aujourd'hui, de nombreuses traboules sont encore ouvertes au public. Mais n'oubliez pas que des gens vivent là. Donc il faut être très silencieux. On explore, on admire, mais chut. Également dans cet ancien quartier de Lyon, quelque chose de très connu pour la ville et qui est même repris à Sydney, la fête des Lumières. Pendant cette fête, le quartier devient encore plus spectaculaire. Oui, c'est possible. Il y a des projections, des illuminations sur les façades, comme celle-ci sur la cathédrale Saint-Jean. C'est magnifique, c'est populaire, mais il faut vraiment pas avoir peur de la foule. Nous voici maintenant sur la place Bellecour, l'un des lieux les plus reconnaissables de Lyon. Après la Renaissance, la ville s'agrandit de plus en plus vers l'est et la presqu'île devient de plus en plus importante. En 1604, Henri IV, c'est lui, propose d'aménager une grande place à cet endroit. Mais le projet avance pas vraiment. Il faut attendre la visite de Louis XIV, lui, en 1658 pour que les choses commencent enfin à bouger. Bon, il prend les choses en main, mais il faut quand même encore attendre 50 ans pour que les travaux commencent au début du XVIIIe siècle. En son honneur, on trouve au milieu de la place Bellecour une statue du roi Louis XIV. Louis XIV est donc au centre de la ville de Lyon plusieurs siècles plus tard. Bon, il répond pas trop quand je lui parle, mais il est là. Aujourd'hui, la place Bellecour est considérée comme le cœur de la ville. On y organise des événements culturels, des concerts, des rassemblements et même des manifestations. C'est aussi un point de rendez-vous très fréquent. À Lyon, dire « on se retrouve à Bellecour », c'est vraiment une information suffisante. Bon, sauf quand la place est remplie de plusieurs milliers de personnes. Nous montons maintenant à la Croix-Rousse. C'est un quartier qui a une identité vraiment très forte. Et quand je dis qu'on monte, c'est vraiment pas une métaphore. Ce quartier gagne en importance au 19e siècle avec le commerce de la soie. C'est ici que travaillent les fameux canuts, les ouvriers spécialisés dans le tissage de la soie. À cette époque, Lyon produit et exporte ses étoffes dans toute l'Europe. Les bâtiments de la Croix-Rousse sont construits avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres pour pouvoir accueillir les imposants métiers à tisser et laisser entrer suffisamment de lumière. Et la soie joue également un rôle majeur dans le développement de la cuisine populaire. Pour nourrir les ouvriers,
on voit apparaître les fameux bouchons lyonnais, des restaurants servant une cuisine traditionnelle, simple et généreuse. Très généreuse. Il faudra attendre les années 60-70 pour que la cuisine lyonnaise acquiert une réputation gastronomique internationale, notamment grâce au célèbre chef Paul Bocuse. Mais l'histoire des canuts est aussi une histoire de lutte sociale. Entre 1805 et 1830, les prix de la soie diminuent et les conditions de travail deviennent de plus en plus difficiles. Les ouvriers se réunissent dans les cours, mais aussi dans les traboules, pour organiser leur mouvement. Et c'est comme ça qu'en novembre 1831, une insurrection éclate. La révolte des canuts est souvent considérée comme la première grande révolte ouvrière de l'histoire de France. Aujourd'hui, le quartier leur rend hommage avec le célèbre mur des canuts. C'est une immense fresque murale en trompe-l'œil. La première fois qu'on la voit, il faut quelques secondes pour comprendre ce qui est réellement peint et ce qui ne l'est pas. La Croix-Rousse reste un lieu à part, avec beaucoup de street art, des boutiques d'artisans, des cafés et de nombreuses associations. C'est un peu le quartier rebelle de Lyon, mais des rebelles qui vendent des créations très jolies faites à la main. Après toutes ces montées, toutes ces dates historiques, il est temps de faire une pause. Direction mon endroit préféré de Lyon, le parc de la Tête d'Or. C'est le grand poumon vert de la ville et c'est l'un des plus vastes parcs urbains de France avec plus de 100 hectares. Le parc ouvre en 1857, pratiquement à la même époque que Central Park à New York. À l'intérieur, on trouve un jardin botanique, de grandes serres, un zoo gratuit et un immense lac de 16 hectares. Il est même possible d'y naviguer en bateau, en barque et en pédalo. C'est l'endroit idéal pour courir, pour faire du vélo, pour dater, pour juste se promener. En gros, oubliez simplement qu'on est dans une grande ville. Et personnellement, je peux y passer des heures à explorer les moindres recoins. Mais attention, le parc appartient officiellement à la ville de Lyon, mais officieusement aux oies. Elles savent où elles vont, elles ne ralentissent pour personne et elles n'hésiteront pas à vous faire comprendre que c'est leur territoire. Pendant la fête des Lumières, dont je vous ai déjà parlé, certaines parties du parc peuvent accueillir des illuminations. C'est magnifique. Nous partons maintenant dans le 8e arrondissement, à l'Institut Lumière. Ce lieu était autrefois une usine qui appartenait à la famille Lumière. Mais si les frères Lumière, ça vous dit forcément quelque chose. Les frères Auguste et Louis Lumière sont étroitement associés à l'invention du cinéma. En 1894, ils mettent au point le cinématographe, un appareil capable d'enregistrer et de projeter des images en mouvement. Ils tournent ensuite l'un des premiers films de l'histoire, la sortie de l'usine Lumière à Lyon. Bon, le film il montre simplement des ouvriers qui sortent du travail. Pas d'effets spéciaux, pas de super-héros et pas de scène après le générique. Et pourtant, à l'époque, c'est révolutionnaire. Le 28 décembre 1895, les frères Lumière organisent la toute première projection de cinéma à Paris. Cette date est souvent considérée comme le début officiel du cinéma. Le hangar que l'on voit dans le film a été conservé et fait aujourd'hui partie de l'Institut Lumière. La ville accueille également chaque année le Festival Lumière, un grand festival international consacré au cinéma. On peut donc dire que Lyon a largement participé à la création du cinéma. J'étais un peu chauvine là. Ouais. Et maintenant, nous utilisons cette technologie pour faire cette vidéo YouTube sur Lyon. La boucle est bouclée. Impossible de raconter l'histoire de Lyon sans passer par son rôle majeur dans la Seconde Guerre mondiale. Nous arrivons maintenant dans le centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Parce que oui, pendant la guerre, Lyon devient la capitale de la résistance française. Avant l'occupation de la zone libre par l'armée allemande en novembre 1942, sa situation géographique en fait un carrefour stratégique pour les réseaux clandestins. La ville possède également de nombreuses imprimeries utilisées pour produire des journaux et des documents secrets, et les traboules que nous avons visitées plus tôt permettent aux résistants de se déplacer ou de disparaître rapidement dans les rues. L'une des figures les plus importantes de la résistance française, Jean Moulin, arrive à Lyon en 1942 avec une mission essentielle: unifier les différents réseaux de résistance. Mais à partir de 1943, les Allemands progressent davantage dans le sud et Lyon devient le siège de la Gestapo. Son chef est Klaus Barbie, surnommé le boucher de Lyon. Ça à cause des tortures, des arrestations et des déportations dont il est responsable. Et c'est comme ça que Jean Moulin est arrêté en juin 1943 à Caluire, une ville juste à côté de Lyon. Il est ensuite interrogé et torturé par Klaus Barbie dans ce musée, avant de mourir quelques semaines plus tard pendant son transfert vers l'Allemagne. En 1987, Klaus Barbie est retrouvé et jugé à Lyon pour crime contre l'humanité. Ce procès est un événement historique majeur
parce que c'est le premier de ce type à être fait en France. Quelques années plus tard, en 1992, le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation ouvre ses portes. Il permet de préserver la mémoire des résistants et de toutes les victimes de la déportation. Ce musée permet de préserver la mémoire des résistants, des victimes de la déportation et plus largement de toutes les personnes qui ont été persécutées pendant cette période. C'est une visite difficile, mais essentielle pour comprendre l'histoire de la ville et de la France. Après cette étape importante, nous avançons maintenant dans le temps. Bienvenue à Confluence, le quartier de Lyon qui montre son visage le plus contemporain. Autrefois, cette zone située au sud de la presqu'île était principalement occupée par des activités industrielles, des entrepôts et des infrastructures ferroviaires et même des prisons. Depuis les années 2000, le quartier connaît une transformation spectaculaire. Il est devenu un écoquartier avec une architecture moderne, parfois élégante, parfois surprenante et parfois on ne peut le décrire que par le mot conceptuel. On peut notamment y voir le cube orange, le cube vert, un centre commercial en plein air, un petit port et plusieurs espaces verts. On peut également rencontrer quelques ragondins près de l'eau. Un peu plus loin, à l'endroit où la Saône rejoint le Rhône, se trouve le spectaculaire musée des Confluences. Le bâtiment, ouvert en 2014, est immédiatement reconnaissable grâce à son architecture futuriste. Certains y voient un nuage de verre et de métal et d'autres y voient un vaisseau spatial qui aurait décidé de se poser à Lyon. À l'intérieur, le musée propose des expositions consacrées aux sciences, aux sociétés, à l'histoire du vivant et à l'humanité. C'est l'un des musées les plus visités de la région et personnellement, je ne manque pas une occasion d'y retourner. Pour terminer notre visite, je vous propose de vous installer sur les quais du Rhône. Aujourd'hui, c'est l'un des endroits les plus agréables de la ville de Lyon. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, les berges étaient occupées par des voies rapides et des parkings. C'est pas exactement le meilleur spot pour une promenade romantique. Au début des années 2000, la ville décide de transformer complètement les quais pour redonner davantage de place aux piétons et aux cyclistes. Une piste d'ailleurs qui est l'une des plus empruntées d'Europe. Depuis 2007, un grand parc paysager de plusieurs kilomètres longe le fleuve. En été, les quais deviennent l'endroit le plus animé de la ville, avec de la musique, des terrasses, du sport et beaucoup de monde installé au bord de l'eau. Grâce à tous ces aménagements, le Rhône a vraiment trouvé une place centrale dans la ville lyonnaise. Et après avoir traversé plus de 2000 ans d'histoire, on a bien mérité une petite pause. J'espère que cette visite vous aura donné envie de découvrir Lyon ou de la redécouvrir avec un nouveau regard. Oui, je sais, je vous ai pas parlé de la gastronomie lyonnaise, mais pour ça, fallait venir à l'Alliance française pour notre soirée Lyon. Vous auriez goûté plein de spécialités locales. Vous le saurez pour la prochaine fois. Alors retrouvez toutes les infos sur nos activités dans le lien en description. Dites-nous dans les commentaires quel lieu vous aimeriez visiter en premier. Et pour les personnes qui connaissent déjà Lyon, lesquels on a oubliés. À très bientôt donc à l'Alliance française ou sur YouTube pour de nouvelles aventures en français. Ciao. Ciao.